À Dubaï, on peut devenir propriétaire en moins de 5 minutes. Ta prise de risque alors que tu occupais un poste prestigieux en Belgique. Dubaï, pour moi, c'est un TGV, ça va extrêmement vite. L'impôt sur le revenu est de 0%, la TVA est à 5%. Ton déclic qui a fait que tu as quitté la Belgique. On est donc sur l'organe qui régule l'immobilier à Dubaï. Okay. Une raison pour laquelle j'ai quitté la Belgique, malheureusement, c'est l'aspect... Dubaï poursuit sa transformation spectaculaire avec la vision 2040, une feuille de route qui combine innovation, durabilité et urbanisme futuriste. L'objectif étant de consolider sa place de métropole mondiale, attractive pour les investisseurs, les touristes, mais également les talents. Bienvenue dans ce podcast, Pourquoi Dubaï attire autant les investisseurs francophones. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Sofiane qui nous vient de loin, très loin, puisqu'il a décidé il y a quelques années de vivre à Dubaï, non pas en tant qu'influenceur, loin de là, mais parce qu'il aime les affaires, l'immobilier, mais bien sûr aussi le soleil. Je me suis renseigné d'ailleurs, tu es enregistré auprès de la RERA, la fameuse agence régulatoire de l'immobilier. Exactement, sous le numéro 62696. Enchanté, merci d'être là Sofiane. Merci à toi, merci pour l'invitation. Je vais me présenter brièvement peut-être. Oui, franchement, c'est nécessaire. Alors, je m'appelle Sofiane Semichi, je suis expert immobilier aux Émirats. Je suis fondateur de l'agence Leximo Real Estate, qui combine investissement immobilier, fiscalité, succession et donation internationale. L'objectif est vraiment d'avoir un cadre à 360 degrés. Et donc, on va avoir l'occasion d'en discuter un peu plus après. Ok, super. Ben, écoutez... hâte de t'entendre en tout cas sur ces sujets. J'ai voulu t'inviter car ton histoire m'a beaucoup impressionné, ta prise de risque alors que tu occupais un poste prestigieux en Belgique dans le domaine justement de la magistrature avec un salaire moyen, je dirais même confortable. Donc tu as eu beaucoup d'audace. Mais aussi parce que j'ai moi-même pu habiter justement à Dubaï dans le cadre d'un échange interuniversitaire en 2017. Et donc j'ai vu l'Émirat se développer de manière assez rapide et c'était hyper intéressant. Mais j'aimerais surtout parler avec toi de plusieurs points, dont notamment l'immobilier dans la région, son rôle dans la stratégie du gouvernement, l'aspect fiscal, mais aussi les perspectives d'avenir. Avant toute chose, j'aimerais comprendre quel a été ton déclic qui a fait que tu as quitté la Belgique malgré une carrière prometteuse dans la magistrature. Tout d'abord, j'ai commencé donc mes études à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. J'ai eu un master en droit là-bas, en matière civile et avec une spécialisation en fiscalité, ce qui m'a permis finalement d'avoir l'opportunité de travailler avec des magistrats liés à la criminalité financière. J'ai été également juriste à la Cour d'appel de Bruxelles, mais je sentais que je n'étais pas à ma place, puisque malheureusement, alors décision du gouvernement ou pas, le budget alloué à la justice est extrêmement faible et ne lui permet pas finalement de travailler d'une bonne manière. Et aussi dans la rédaction des jugements, malheureusement, ça allait un peu à l'encontre de mes valeurs, de mes principes, par faute de budget que l'État octroie à la justice pour son bon fonctionnement. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pensé à une expatriation. J'avais plusieurs idées en tête. J'avais pensé à la Suisse, au Canada et aux Émirats. Après 2 ou 3 passages à Dubaï, je me suis vite rendu compte que c'était une évidence parce que là-bas, c'est un peu le système américain, mais avec la sécurité en plus et avec une fiscalité extrêmement douce, ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour entamer en tout cas cette épopée. C'était long, c'était compliqué, mais finalement, aujourd'hui, je suis extrêmement fier et content du parcours que j'ai accompli. Mais c'est certainement, en tout cas, une raison pour laquelle j'ai quitté la Belgique, malheureusement. C'est l'aspect peu de budget et Dubaï m'offrait la méritocratie d'un point de vue travail. Plus on travaille dans la bonne direction, plus on peut effectivement monter des échelons. Ah mais c'est super. Et qu'est-ce qui t'a marqué en premier, qu'est-ce qui t'a marqué en premier à Dubaï lorsque tu es arrivé pour la première fois? Alors c'est très simple, Dubaï pour moi c'est un TGV, ça va extrêmement vite. C'est à contrario de la Belgique ou de la France ou de la Suisse où l'aspect administratif malheureusement ralentit beaucoup les process. Donc c'est vraiment là où je me suis retrouvé avec une vitesse de croisière qui me correspondait. Ok. Et quel type de process tu parles de process administratifs et autres. Qu'est-ce qui, par exemple, en termes de comparaison, tu pourrais prendre pour nous exprimer, entre guillemets, la façon dont Dubaï va plus vite Alors, j'étais investisseur immobilier en Belgique. J'ai acheté des biens à Charleroi, à Bruxelles, par exemple. Et le processus d'acquisition entre la visite, la contre-visite, l'offre d'achat, le processus bancaire, si on fait appel à une banque,
le compromis de vente et l'acte authentique, le Graal absolu, il y a à peu près 3-4 mois minimum. Il y a des délais qui sont incompressibles. À Dubaï, on peut devenir propriétaire en moins de 5 minutes. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, ah oui, il y a effectivement quelque chose à faire. En moins de 5 minutes réellement, ou tu dis ça juste pour 5 minutes. Impressionner, non? Non, 5 minutes. On parlera un peu plus loin, je pense, dans notre interview du processus d'acquisition. Ouais, mais effectivement, c'est extrêmement rapide. Ok, super. Écoute, moi, ce que j'avais compris lorsqu'on discutait, je pense, la semaine passée, tu m'as dit que tu as été seul justement à Dubaï à une période où ta femme était enceinte. Et comment tu as vécu ce défi émotionnel, humain puisque c'était ton premier enfant, comment tu as pris cette décision de vouloir quitter et prendre un risque aussi audacieux? Alors effectivement, j'ai raté quelques échographies, malheureusement. Ma femme et moi, on se connaît depuis une décennie, en tout cas au moment de notre premier enfant. Donc on est parti sur ce plan. On s'est dit, effectivement, elle est enceinte. Maintenant, on n'est plus 2, on est 3. Et il faut penser à la sécurité de notre nouveau-né. Effectivement, la sécurité, on ne l'a pas retrouvée en Belgique. On était un peu inquiets par rapport à ça, par rapport au programme scolaire également. Bon, on en parlera un peu plus tard. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour sauter. Et comment tu as pu t'adapter de façon culturelle? Parce que je sais que, moi, ce que j'avais connu à Dubaï, c'est que c'est un melting pot vraiment total, entre guillemets, en termes de nationalité. Il y a plusieurs cultures qui s'entremêlent. Comment tu as pu trouver ta place, justement, dans ce paysage? Alors, on est sur un pays musulman extrêmement tolérant. On a 200 nationalités qui coexistent, qui vivent en harmonie, parce que les lois sont strictes. On le voit directement à l'aéroport. C'est comme à l'armée. Toi, va par là, toi, va par là, toi, va par là. Donc, c'est assez fluide, c'est assez intéressant. L'adaptation n'est pas facile quand on vient du monde... J'étais fonctionnaire à la base. Donc, rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, où on gère ses propres horaires, où on a effectivement dans la mare avec beaucoup de requins, des requins du monde entier. Tout le monde veut garder sa place au soleil. C'est extrêmement complexe au début, surtout quand on est seul. On a sa famille à plus de 5000, 6000 km, 6h30 de vol, ça fait beaucoup. Et il faut tenir le cap. Si en tout cas on est sûr de son coup, j'ai persévéré, effectivement, ça a payé. C'est super, en tout cas, franchement, chapeau pour ce parcours. Maintenant, nous allons rentrer peut-être dans le vif du sujet, du coup, l'immobilier. Donc, je l'avais dit au départ, mais tu es enregistré auprès de l'ARERA. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette autorité? Alors, le RERA, c'est celui qui chapeaute l'immobilier ici à Dubaï. Ici à Dubaï, on est à Bruxelles, mais à Dubaï, dans l'immobilier. Je veux bien, on a de belles tours aussi à Bruxelles. Très belle tour, la tour du Midi est magnifique. Et donc, on est donc sur l'organe qui régule l'immobilier à Dubaï. Okay. C'est-à-dire que si vous souhaitez devenir agent immobilier, c'est un peu comme l'IPI en Belgique, la carte T en France. Je sais qu'on a des auditeurs français. Ouais. Et donc, on salue d'ailleurs. Effectivement. Alors, on va avoir un examen à passer. Ça se passe en anglais, avec des technicités, des lois à comprendre. Et c'est un QCM à choix multiples. Donc ça, c'est un premier élément. Ça, c'est pour avoir la carte RERA en tant qu'agent immobilier. Après, bien évidemment, il y a toutes les plaintes liées à l'immobilier. Ça se passe aussi par là. Et l'enregistrement des nouveaux projets immobiliers, ça se passe par là également. Donc, c'est vraiment l'organe qui chapeaute l'immobilier à Dubaï pour tout ce qui est conformité. Et en tant qu'ancien candidat à la magistrature, j'imagine que tu as eu beaucoup d'aisance à répondre aux questions légales, je dirais. Effectivement, mais bon, ça ne m'a pas empêché de bouquiner énormément. Ouais. Je me suis mis en mode blocus pour découvrir toutes les lois, toutes les modalités qui accompagnent l'immobilier à Dubaï. Donc l'aspect locatif, l'aspect investissement sur plan ou l'aspect acquisition sur le marché secondaire. On en parlera un peu plus tard. Mais effectivement, c'était un autre langage. Moi, j'étais dans le monde juridique. J'ai dû me mettre en mode langage immobilier, mais toujours avec cette même rigueur. Du coup, on peut dire que ton passé d'étudiant, en juridique, en droit, t'a permis aujourd'hui de détenir le RERA assez facilement. Effectivement, après, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont cette carte RERA parce qu'ils étudient et parce qu'ils l'ont décroché. Beaucoup exercent aussi et font des transactions immobilières sans cette carte RERA, malheureusement. Ça arrive Ça arrive, effectivement, et malheureusement, l'acquéreur n'est pas protégé. Il ne peut pas se retourner sur l'agent puisque finalement, il a le même statut qu'un vendeur de tapis. Tout le respect, bien sûr, pour les vendeurs de tapis. Bien évidemment, on les respecte énormément ici chez Parlons Finance. Et d'ailleurs, j'ai aussi une petite question par rapport au RERA. Comment est-ce qu'on peut vérifier si un agent immobilier est enregistré auprès de la RERA? Alors, il y a le site Dubai Land Département qui régule tout ça, mais aussi l'application Dubai Rest. On peut introduire un nom ou un prénom ou un numéro pour déterminer, pour vérifier finalement si
l'agent est bien titulaire de cet agrément. Ok, super. Écoute, merci pour cette première partie. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, comme on le disait au départ, la vision Dubaï 2040 est un cadre stratégique qui vise à faire de Dubaï un centre mondial de l'innovation, mais aussi de la transformation numérique. L'immobilier fait partie intégrante de cette stratégie de diversification économique. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que Dubaï attire autant d'investisseurs aujourd'hui? Alors, pour plusieurs facteurs. Tout d'abord, on a une fiscalité qui est douce. L'impôt sur le revenu est de 0%, la TVA est à 5%, c'est encore très faible. On a également la notion de Golden Visa, c'est-à-dire qu'on peut devenir résident par le biais d'une acquisition immobilière à partir de 2 millions de dirhams, l'équivalent à peu près de 500 000 euros d'acquisition. On peut être résident pendant une période de 10 ans, prolongeable effectivement, tant qu'on est propriétaire du bien. Il y a également l'aspect entrepreneur friendly, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir une société assez rapidement. On est propriétaire à 100% également. On est également avec un prix au mètre carré encore très faible par rapport à ce qui se fait mondialement. Les métropoles mondiales sont à des prix 2 à 3 fois supérieurs. Et d'ailleurs, Dubaï se veut un peu compéter avec les grandes villes comme Tokyo, Singapour, Londres, exactement. encore Paris. On peut largement comparer Dubaï à ces grandes villes, mais aujourd'hui, en termes d'acquisition au prix au mètre carré, en moyenne sur l'Émirat de Dubaï, on est à 4 150 € du mètre carré. C'est-à-dire qu'on est encore un peu plus faible que ce que propose Bruxelles. Notamment, Bruxelles, on est à peu près à 4 500 € du mètre carré. On n'est pas sur les mêmes infrastructures et sur les mêmes... Alors que Paris, on dépasse largement les 8 000... Oui, on est entre 10 et 12 000 € du mètre carré dans les beaux quartiers, effectivement, avec des pointes à 18 19 000 € du mètre carré dans le 16e, dans le 8e, par exemple. On a également Londres. Du côté de Westminster, on est aux alentours des 18 000 € du mètre carré. Et puis quand on attaque Central Park à New York, avec des vues sur Central Park, on va tourner autour de 27 29 000 € du mètre carré. On est encore très loin, c'est pour ça qu'on est sur un marché sous-évalué. On en parlera un peu plus tard d'ailleurs. Ok, super. Il y a aussi... Parlons finance l'oblige, du coup la stabilité monétaire, vu que le dirham émirati est justement adossé au dollar. Effectivement. Et du coup, ce qui fait que la monnaie est renforcée, on va dire. Exactement. Et d'ailleurs, si je peux rebondir par rapport à ça, c'est que le dirham est arrimé à l'US dollar, mais aujourd'hui, en achetant en euros, je pense à nos investisseurs européens, eh bien, on va avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé qu'il y a 6 mois. Parce que le dollar a perdu énormément de vigueur par rapport à l'euro, notamment depuis le contexte géopolitique que l'on connaît. Si vous suivez Parlons Finance, vous le saurez, effectivement. Donc oui, totalement. Mais moi, j'ai une petite question à peu près technique, mais j'entends beaucoup de termes, un peu de jargon, je dirais du chinois, on va dire, avec des termes utilisés par soit les agents immobiliers, mais également des personnes intéressées, comme le off-plan, le secondary market, le freehold. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors effectivement, c'est des termes un peu chinois quand on n'est pas initié. Le off-plan, ça signifie l'acquisition sur plan, l'équivalent du VFA, vente en état futur d'achèvement, qu'on connaît en Europe. On a également le freehold, ce qui signifie d'être propriétaire à vie et à 100% du bien, en opposition au leasehold qu'on va trouver dans les pays comme la Thaïlande ou l'Indonésie, avec des types bail amphithéotique, par exemple. On va avoir également le SPA, donc le Sales Purchase Agreement. Donc c'est le contrat final d'acquisition du bien immobilier. On va avoir le OCUD aussi, qui est le titre provisoire de propriété, par exemple. Ok, super. Écoute, sans transition, on va passer à la question suivante, liée justement à la différence que l'on peut se faire entre la vision marketing, mais aussi la réalité du marché de Dubaï. Qu'est-ce que tu en penses et quel est selon toi justement l'élément que nous devrions prendre en considération par rapport à cet élément marketing de Dubaï? Alors effectivement, Dubaï souffre un peu de son image. On associe souvent Dubaï au bling-bling. Effectivement, il y a une grosse concentration de millionnaires, milliardaires sur cet émirat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la vision du cheikh. Donc le cheikh de Dubaï gère cet émirat comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il va allouer les montants nécessaires à chaque pôle. Et aujourd'hui, il y a une vision, comme tu l'as dit un peu plus tôt, la vision Dubaï 2040. Alors, qu'est-ce que c'est que la vision Dubaï 2040 ? C'est tout d'abord répartir la ville en 5 pôles. Tout d'abord, on va avoir le pôle Bourg Dubaï Dera, qui va être le pôle historique. On va avoir Downtown Business Bay, qui va être le pôle business finance. On va avoir le pôle de Dubaï Marina et JBR, Jumeirah Beach Residence. On va être sur l'aspect touristique. On va avoir aussi l'aspect Expo City, qui va être le hub technologique. Et enfin,
Dubai Silicon Oasis, qui va être le hub lié à l'innovation. Silicon Oasis, c'est un peu la Silicon Valley des États-Unis. Il y a beaucoup, en tout cas, de ressemblances avec les États-Unis, puisqu'ils se sont clairement inspirés d'un système qui marchait plutôt bien. Ok, donc cette vision bling-bling, selon toi, c'est volontaire? Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont venus un peu salir malheureusement l'image de Dubaï. Alors, Dubaï à la base, c'est un désert. Il y a encore 50 ans, il n'y avait absolument rien. En 45-50 ans, ils ont réussi à faire ce que New York a fait en 200 ans. Je trouve ça assez impressionnant. Il y a aussi... tout le monde parlait de Dubaï en disant que cet émirat allait s'effondrer une fois qu'il n'y aurait plus de pétrole. Aujourd'hui, il faut savoir que le pétrole représente seulement 5% du PIB des Émirats. Donc, c'est quasiment insignifiant. Et tout repose sur le tourisme, sur l'immobilier, sur la finance et les banques, bien évidemment. Ok, moi, ça me fait penser à lorsque j'y étais, lorsque j'y ai logé, forcément, je rencontrais énormément d'expatriés français, anglais, italiens. À cette époque-là, donc on ne parlait pas d'influenceurs, on ne parlait pas de crypto-bro comme on pourrait le penser. Et donc à l'époque, c'était vraiment une immigration très professionnalisante, professionnelle. Et ils venaient justement bosser dans les grands groupes pour développer des nouvelles technologies, des nouveaux secteurs. Et puis dès que j'ai quitté, il y a eu un nouveau Dubaï. Donc même moi, j'ai connu l'ancien. Pas le réellement ancien, mais je veux dire l'entre-deux, entre guillemets. Non, c'est certain. Mais après, c'est cyclique. Et c'est une ville finalement où c'est un peu le système du... comme je l'ai dit, c'est la méritocratie. C'est un peu le marche ou crève. C'est la guerre, littéralement. Tout le monde veut sa place au soleil sur un petit périmètre qui est Dubaï. Et donc, on va avoir... Aujourd'hui, on a 4 millions d'habitants. On a une croissance assez impressionnante de 200 000 nouveaux expats par an et finalement un niveau de chômage proche de 0%. C'est impressionnant. J'ai aussi entendu dire qu'ils voudraient doubler la population. Oui, c'est dans les plans d'ailleurs de Dubaï 2040. L'objectif est d'arriver à 6 millions d'habitants, 6 millions, 6 millions 5. On est bien parti. En principe, on va dépasser ce montant-là. Donc effectivement, c'est de bon augure pour tout ce qui est immobilier, pour tout ce qui est opportunités futures aussi. Et avec toujours développement aussi, mais avec une fiscalité qui est beaucoup plus douce et orientée entrepreneur. Ok, super. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet lié à l'immobilier, à ton métier justement. Quel type de bien marche le mieux et marche le plus justement à Dubaï? Est-ce que ce sont les studios, les villas, les locations court terme? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, la notion est de savoir qu'est-ce que signifie bien marcher. Alors, il y a plusieurs notions. Alors, certains investisseurs vont dire bien marcher, ça signifie avoir un rendement, un ROI assez élevé, c'est-à-dire qu'on va avoir un retour sur investissement sympa par rapport à un bien qui va être mis en location, par exemple. Là, on va viser plutôt des zones secondaires, c'est-à-dire à 15-20 minutes de l'hypercentre. On va avoir des secteurs comme Al Fourjan, JVC, Arjan ou maintenant plus récemment Dubailand qui vont performer, qui vont surperformer les zones beaucoup plus centrales en termes de location à l'année. Par contre, si on veut faire de la plus-value, c'est pas là que ça va se passer. Ça va être plutôt dans les zones plus premium, sur les fronts de mer, qui représentent 7% des propriétés en vente. Là, on va vraiment performer en termes de plus-value. Et on va aussi avoir des biens qui vont être un peu plus hybrides, comme sur des secteurs comme Meydan, Creek Harbour, notamment Dubai Hills, qui sont des secteurs qui sont hybrides, comme je dis, donc plus-value pertinente. On va chercher 25-30% sur 2-3 ans de construction et des rendements à 7-8% net. Ok. Du coup, pour revenir à la question, concrètement, quel a été pour toi, dans ta vie personnelle, le plus gros deal que tu as pu réaliser justement en termes personnels? Alors, j'ai réalisé une transaction à 16,1 millions de dirhams cette année, en 2025. Ça correspond à peu près à 4 millions d'euros. Il s'agissait d'investisseurs français expatriés en Indonésie qui avaient pour but de venir s'installer à Dubaï. Donc, c'était une très bonne transaction. Et c'est souvent beaucoup plus fluide que des transactions avec des montants inférieurs. Après, j'ai eu des bulk deals, des deals de groupe, je vais dire, sur Shoba récemment aussi, un promoteur bien connu, à environ 15,3 millions de dirhams, donc aux alentours des 3,7 millions d'euros. C'est quoi le profil type de ce type de clients? Qu'est-ce qu'ils font en règle générale? Ou quels sont les clients qui désirent investir le plus? Ce sont des entrepreneurs, des investisseurs? Alors, on est sur des entrepreneurs, on est sur des family office également. On va avoir des personnes qui ont des fortunes aux quatre coins du monde et finalement qui vont vouloir sécuriser une partie de leur patrimoine à Dubaï d'un point de vue fiscalité intéressant, d'un point de vue sécurité. Et c'est ça aussi. Les fortunes aujourd'hui, on le voit avec une migration qui est assez importante. En 2025, 9800 millionnaires vont poser leurs valises à Dubaï. On a vu ce qui s'est passé au UK.
récemment, il y a eu des décisions qui ont été prises par les autorités qui finalement ont poussé les millionnaires et milliardaires à quitter les UK. Ça, c'est vraiment malheureux, mais finalement, ils vont où ? Dans des secteurs où... Une belle concentration, entre guillemets, des riches, voire ultra riches, justement, qui posent leurs valises là-bas. Mais parfois, c'est dans un contexte géopolitique spécifique, parfois pour d'autres raisons. Mais il y a également une grande majorité d'investisseurs purs et durs qui désirent se lancer dans un marché aussi dynamique que celui de Dubaï. Effectivement. Ouais, c'est très pertinent. Et du coup... comment ça se passe le processus concret d'une vente à Dubaï, de A à Z, parce que tu m'as dit, ça prenait 5 minutes. 5 minutes, j'ai pas dit 25. Ouais, bon, 5 minutes pour être propriétaire, tellement ça m'a surpris, je t'ai dit 25, mais effectivement on parle de 5 minutes. C'est quoi concrètement, moi, 80% de mes transactions se font à distance. Okay. C'est-à-dire que je ne rencontre pas les investisseurs, je le fais par le biais d'une visioconférence ou par un appel téléphonique. Et après, bien sûr, c'est l'aspect confiance qui prend le dessus. On va être sur un processus extrêmement rapide et fluidifié par l'aspect administratif. Alors, comment ça va se passer ? Premier échange en visioconférence pour savoir quels sont les objectifs, quelle est la stratégie souhaitée. Et puis, bien sûr, moi, je fais du sur-mesure. Je ne travaille pas avec tous les promoteurs de Dubaï. Je les sélectionne de manière très rigoureuse puisque je ne vais pas envoyer mes clients comme des cobayes aller se dire voilà, ce promoteur vient de débarquer à Dubaï, il a l'air pas très cher, mettez une bille. Ça, pour moi, c'est kamikaze et ça n'a aucun sens. À partir du moment où des investisseurs te font confiance, tu as cette obligation de moyens, mais aussi de résultats. Et les résultats sont facilement vérifiables par les applications dont on a parlé, Dubaï Rest, pour l'avancée du chantier notamment, à distance, depuis son salon en France ou en Belgique. Donc on sait savoir exactement à quel niveau est le chantier. Depuis son salon en Europe. Ça, c'est la transparence du marché immobilier de Dubaï. On a aussi l'application DXB Interact, aussi par le gouvernement. C'est-à-dire que si on se promène, par exemple, Hamza, si tu viens à Dubaï, eh bien, on se promène dans la rue, à Downtown, par exemple, près du Burj Khalifa. Tu me dis, écoute, cette tour, elle est vraiment sympa. Par exemple, tu vas me dire, voilà, dans cette tour-là, à combien achète-t-on un appartement ? Par exemple, on va voir, voilà, il y a de la lumière là-bas, ça semble être le 37e étage. 37e étage, série 02, par exemple. Et bien sûr, l'application peut voir à combien l'a acheté le propriétaire, à combien il l'a revendu, à combien il est loué, tout ça en temps réel, voir quand commence le bail, quand se termine-t-il. Tout ça, c'est vraiment très transparent. Donc, c'est pour ça que si demain, tu me dis, Sofiane, je vais mettre des billes à Dubaï, je vais te dire, pars plutôt sur ce projet-là. Oui, mais comment être sûr qu'il va performer ? Voilà les performances des buildings voisins avec les mêmes aménagements, avec le même standing, par exemple. Ok, super. Et donc, finalement, le processus est de 5 minutes, parce qu'une fois qu'on détermine la stratégie de l'investisseur, une fois qu'on détermine son budget, parce qu'attention, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Aujourd'hui, si tu me dis, je veux un penthouse à 5 millions d'euros, on peut le signer directement, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit comme question demandée par le promoteur. Aujourd'hui, on va déterminer quelle est la faisabilité de ton projet par rapport à l'aspect financier, bien évidemment ta stratégie, qu'est-ce que tu veux faire, tes options de sortie, si tu souhaites faire une opération d'achat-revente ou si tu veux maintenir ça dans ton patrimoine. Et puis après, bien sûr, on va étudier les 3, 4, 5 projets disponibles. Il n'y en a pas énormément en général quand on commence à filtrer. Et puis après, on va faire... ce qu'on appelle un premier déposit. Donc, tu vas donner ton passeport, une photo de ton passeport, une photocopie de ton passeport, ton adresse mail, ton adresse postale, un premier acompte, 5, 10 000, 15 000 euros en fonction du projet. Et te voilà propriétaire à Dubaï. Ok, c'est super, c'est assez rapide et assez fluide par rapport à ce qu'on connaît justement ici à Bruxelles, en Europe en règle générale. Mais du coup, as-tu une histoire rocambolesque à raconter d'un investissement peut-être foireux ou qui n'a pas été ou pour laquelle tu as justement vécu quelque chose d'assez spécifique et spécial? Alors, ce n'est pas vraiment une histoire précise par rapport à l'aspect rocambolesque. Il y a beaucoup d'investisseurs, malheureusement, qui se font berner par des agents immobiliers ou pseudo-agents immobiliers, titulaires du RERA ou pas d'ailleurs, qui leur promettent des rendements, des plus-values sur une période de 6 mois. Achète maintenant, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup et tu vas revendre dans 6 mois. Malheureusement, ils se font bloquer et supprimer par l'agent véreux. Et malheureusement, ils peuvent se retourner contre personne. Et donc ça, malheureusement, les oiseaux blessés, comme je les appelle, viennent me voir et malheureusement, je ne peux pas les aider plus que ça, puisqu'ils ont mal acheté avec un mauvais promoteur à un prix supérieur au prix du marché. Et malheureusement, pour retomber sur ses pattes, il faut se lever assez tôt.
Aussi, j'ai eu une vague à un moment d'investisseurs qui avaient acheté des chambres d'hôtel. Ok. Souvent, on est alpagué à l'aéroport, venez acheter des chambres d'hôtel avec rendement garanti. Et ça, malheureusement, l'investisseur se dit, voilà, c'est du garanti, pourquoi je vais me casser la tête avec un management, etc. Si c'est managé par un hôtel, malheureusement, c'est des contrats de 200-250 pages avec des clauses qu'on imagine et des rendements qui n'existent pas. Et comment reconnaître un agent immobilier véreux qui n'est pas efficace? Il faut le challenger. Okay. Je pars de ce principe. Et j'insiste, même que ce soit avec mes investisseurs ou mes nouveaux clients ou autres, challengez-moi, mais surtout, faites vos devoirs. Parce qu'aujourd'hui, tout est disponible en ligne de manière extrêmement facile. La réputation d'un promoteur, elle se fait, elle se défait. Le prix au mètre carré d'une zone, comme j'ai dit, DXB Interact, mon voisin de palier, à combien a-t-il acheté son bien? Pourquoi moi je vais en payer le double? Tous ces éléments sont importants. C'est pour ça, faites vos devoirs, due diligence fondamentale. Ouais. Et puis, bien sûr, on se challenge, on voit de quoi on parle. Effectivement, si on parle la même langue, on peut avancer main dans la main. OK, très, très pertinent. J'avais aussi une petite question. Comment est-ce que tu envisages le marché immobilier à Dubaï avec un prix qui a quand même déjà pris 60% depuis 2021 selon certaines études, notamment celle de Fitch? Est-ce que tu y vois encore une continuité, entre guillemets, une progression continuelle ou un potentiel crack? La notion de bulle immobilière n'a pas été prononcée, mais je sens qu'elle était presque là. Potentiellement sur la langue, mais pas sortie, parce que c'est peut-être pas encore le moment, mais bon. Voilà. Alors, l'aspect, j'entends beaucoup, oui, Sofiane, moi j'ai des investisseurs depuis 2021, ils me disent, oui, Sofiane, je vais attendre que le marché se calme. Aujourd'hui, on est revenu simplement au prix de 2017. OK. Aujourd'hui, on est surtout sur un secteur avec tout ce qu'on voit. Il y a le Disneyland Abu Dhabi qui va ouvrir ses portes en 2032, qui sera le plus grand parc Disney au monde. Il y a énormément d'activités Et on sait à quel point Disneyland a un impact énorme sur l'économie, notamment de la ville dans laquelle elle est située, ou même du pays. On l'a vu en France et ailleurs. Alors c'est les Émirats qui sont toujours dans le plus. On a Disneyland Abu Dhabi qui va être le plus grand parc Disney. On va avoir Wynn Resort à Ras Al Khaimah, l'émirat le plus au nord, qui sera le plus grand casino au monde également. Il y a à chaque fois les superlatifs qui sont employés. Aujourd'hui, c'est simple. Il faut se fier aux chiffres et c'est eux qui parlent. Ils surpassent l'émotion, bien évidemment. Récemment, UBS, dans son rapport 2024, a indiqué que Dubaï n'était pas dans un risque de bulle immobilière. Pourquoi? Parce que c'est un marché encore sous-évalué. On n'est pas dans une zone rouge comme Tokyo, Zurich ou encore Miami. Alors, comment expliquer ce phénomène? C'est lorsque l'offre surpasse la demande. Aujourd'hui, on est sur un phénomène inverse à Dubaï. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement permet aux promoteurs de construire autant, parce qu'on est short en termes de logement. Comment se fait-il? Eh bien, il y a 200 000 nouveaux résidents par an qui viennent migrer à Dubaï et les livraisons ne suivent pas. Aujourd'hui, effectivement, on a sur une planification de 300 000 nouveaux logements d'ici 2028 qui seront livrés. Et ce ne sera pas assez, malheureusement. C'est pour ça que le gouvernement permet la construction. Aussi, on est sur des biens ou des projets qui sont sold out, donc vendus dans leur intégralité, dans des délais records. Emaar, Damac, récemment, ont fait des sold out à plusieurs milliards de dirhams. Emaar, qui est le premier groupe de développement immobilier à Dubaï, c'est juste pour... Effectivement, oui, effectivement. Ceux d'ailleurs qui ont construit Dubai Marina, Downtown, le Burj Khalifa, Creek Harbour notamment, les communautés de villas comme Arabian Ranches 1, 2 et 3. Donc c'est le master développeur. Et pour le côté financier, forcément, c'est un groupe qui pèse aujourd'hui en termes de capitalisation 32 milliards, donc qui témoigne de sa grandeur. Effectivement, c'est un poids lourd de l'immobilier. On est sur un promoteur étatique. Il y en a d'autres. Il y a Nahil également, qui est un promoteur gouvernemental. On a des semi-gouvernementaux comme Deyar. Et puis, on a les promoteurs privés comme Damac, qui est le promoteur le plus fortuné. Donc, le marché IMO, selon toi, malgré la montée en force donc, de la valorisation depuis 2021, va continuer d'avoir des beaux jours devant lui? Effectivement, tant que la demande est là, la croissance va perdurer. On est encore sur un marché sous-évalué. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est à 4 150 € du mètre carré en moyenne. J'ai vendu des biens Six Senses à Dubai Marina, notamment à 8 000 € du mètre carré pour un bien offrant des prestations hôtelières. J'ai vendu du Kempinski à Dubai Marina à 5 200 € du mètre carré dans des localisations ultra premium avec
des biens extrêmement qualitatifs, des hauteurs sous plafond de 4 mètres. Enfin, on est vraiment sur des produits de haut standing avec des prix encore très faibles pour ce que ça représente. Hamza, ce que je vais rajouter aussi, c'est qu'on est sur un marché où 80% des biens sont acquis en fonds propres, donc en personne physique, et 20% par le biais d'une banque. Donc c'est chacun individuellement qui achète en propre du coup le bien. Exactement. À contrario de ce qui s'est passé aux États-Unis, où avec effectivement les banques qui ont eu trop de laxisme finalement par rapport au dossier bancaire et crac, comme on le connaît. Ok, super. Et j'avais une question. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Dubaï d'autres territoires comme Paris ou encore Londres et Genève? Alors tout d'abord le prix au mètre carré dans ces zones-là. Paris globalement, on est à peu près à 9 000, 9 500 euros du mètre carré entre l'ancien et le neuf. Sur le secteur de Londres, on va être à peu près à 8 700, 9 000 euros du mètre carré dans toute la zone de Londres. Et enfin, Genève, on va tourner à peu près à 16 500 francs suisses en global. On est vraiment donc sous-évalué, à 2, 3, 4 fois moins cher que ces marchés-là, premièrement. On va être sur des marchés avec une fiscalité extrêmement douce par rapport à l'acquisition immobilière. Donc on va avoir des conventions bilatérales entre la France et les Émirats, la Suisse et les Émirats, ou encore les UK et les Émirats, pour éviter la double imposition. Donc ça va nous permettre finalement de garder l'intégralité de ces revenus avec une fiscalité extrêmement douce. Idem pour les plus-values, que ce soit rendement locatif ou plus-value. Donc ça, c'est un élément à prendre en considération par rapport à son acquisition. L'aspect successoral également, la succession aux Émirats est de 0%. Les frais de donation sont extrêmement faibles également. Tout dépendra bien sûr le degré avec qui vous souhaitez donner. Donc cet aspect-là, prix au mètre carré, fiscalité, facilité aussi de transmission aux héritiers, tous ces éléments-là sont fondamentaux en tout cas pour choisir son marché. On a également un marché extrêmement transparent, comme je l'ai indiqué, avec des applications qui te permettent de sonder un peu le marché. Et donc ça apporte plus d'attractivité sur le marché immobilier de Dubaï par rapport aux autres que j'ai cités. Effectivement, on est sur des marchés beaucoup plus anciens, moins dynamiques. En tout cas, ça dépend un peu de l'objectif qu'on souhaite réaliser. Mais en tout cas, à Dubaï, il y a beaucoup plus d'opportunités pour faire croître son patrimoine plutôt qu'en France, avec les restrictions aussi qu'on connaît, avec notamment la location court terme, que ce soit en France, que ce soit en Espagne notamment. Beaucoup d'annonces Airbnb ont été supprimées et des permis sont nécessaires. En Belgique aussi, à Bruxelles, il y a eu une grosse vague ici il y a 2-3 semaines, notamment pour 2000 investisseurs qui avaient exploité en Airbnb. Très bien. Et selon toi, est-ce encore le bon moment pour investir à Dubaï ? Attention, c'est un marché qui s'est professionnalisé. Donc, je vais dire, en 2020, 2021, on pouvait acheter à peu près n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. On pouvait s'en sortir ou retomber sur ses pattes. Aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. On est donc sur des zones qui sont saturées d'un côté. On est avec des promoteurs qui se sont grillés par leur manque de professionnalisme. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, il faut être vigilant, savoir le background de son interlocuteur, savoir avec qui on parle, ne pas se laisser berner aussi par les brochures. Dubaï est connu. On peut, les belles brochures. Aujourd'hui, je peux t'envoyer 10 brochures différentes avec des promoteurs catastrophiques et des promoteurs 5 étoiles. Tu pourrais finalement flancher sur des promoteurs un peu bancals. Donc voilà, ça c'est très important. On fait ses devoirs, ça je le répéterai jamais assez. La localisation prime aussi. Et je préfère aussi le dire à mes investisseurs, soit on achète bien, soit on n'achète pas. Ça, c'est fondamental. Ouais, clairement. Ok, du coup, on va basculer maintenant à la partie liée à la fiscalité, à la structuration internationale, puisqu'effectivement, investir à l'étranger, quand on est européen, requiert certaines procédures au départ. Et comment est-ce qu'un investisseur européen, encore une fois, peut justement investir en toute légalité, sans crainte de fraude fiscale ou de mauvaise structuration? Alors bien sûr, se faire accompagner par des professionnels. On a un avocat fiscaliste, on a un expert comptable qui connaît le dossier par rapport aux Émirats. J'ai beaucoup de clients, malheureusement, qui envoient, qui font des virements, qui demandent à leur banquier de faire les virements depuis la Belgique, depuis la France, depuis la Suisse. Et le banquier dit attention, Dubaï, arnaque, red flag, etc. Et finalement... Ça, c'était avant, parce que depuis, je pense, juillet 2025, les Émirats, effectivement, les Émirats arabes unis sont sortis de la liste grise par justement la GAFI.
gestion d'actions financières internationales. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, les risques liés justement au blanchiment et aux fraudes ont été réduites d'un point de vue européen. Totalement. Par le biais de divers mécanismes, notamment le KYC, Know Your Customer, et l'AML également, Anti-Money Laundering. On est vraiment sur des cadres beaucoup plus stricts qu'avant. Avant, on pouvait venir avec des valises de cash. Cette époque est un peu révolue, je vais être transparent. Aujourd'hui, à partir de 55 000 dirhams de dépôt cash, donc l'équivalent à peu près de 11 000 euros, je vais dire au taux du jour, eh bien, on va avoir une alerte rouge par rapport à ce dépôt. Idem en crypto. Aujourd'hui, Dubaï, on peut acheter en crypto, en USDT. Donc, il y aura aussi des contrôles par rapport à ça pour éviter tout manquement. Et c'est comme ça, finalement, que Dubaï devient beaucoup plus attractif et friendly pour les banques. Okay. Ils ont montré patte blanche. Mais du coup, pour revenir sur la question, comment est-ce qu'un Européen peut investir en toute légalité? Donc, tu disais d'être accompagné par soit un fiscaliste, ou un expert comptable ou des professionnels du secteur. Mais de façon pratique, quelles sont les étapes à observer en tant qu'investisseur européen qui aimerait justement envoyer peut-être ou investir à Dubaï un bien? Alors, il est important de savoir qu'à Dubaï, on ne peut pas acheter avec le biais d'une société étrangère. Okay. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une structuration de société par le biais de holding notamment. J'ai un partenaire avec qui je travaille maintenant depuis plusieurs années. Okay. On en discutera à l'occasion. Mais on ne peut pas acheter en société étrangère sur l'Émirat de Dubaï. Sur l'Émirat d'Abu Dhabi, c'est possible encore. Société belge, société française. C'est vraiment un peu au cas par cas, puisqu'ils n'ont pas le contrôle finalement sur l'aspect société comme ils sont aux Émirats. On va avoir également donc l'obligation d'acheter en personne physique. Donc attention, quand on fait partir un virement, on fait partir d'un compte personnel, on l'indique aussi au banquier, on le déclare sur sa déclaration d'impôt aussi, qu'on a acheté un bien à l'étranger. Et bien sûr, on ne fait pas partir des fonds depuis sa société belge directement vers le compte du promoteur. Donc, il y a plusieurs éléments. Là, je le fais de manière bien globale, mais il faut rentrer en profondeur au cas par cas. Aussi, par rapport au transfert de fonds, il est fondamental de dire à son banquier de faire partir des fonds de dirham vers dirham pour limiter les coûts de conversion et aussi les frais. De change. Effectivement, puisqu'il y a la Midbank au milieu qui va finalement prélever pas mal de frais et on va se retrouver avec des virements où on va perdre à peu près 2, 3, 4% sur des sommes importantes. Ça fait tout de suite beaucoup. Ok. Et quelles sont les erreurs fréquentes que tu as pu déjà observer chez certains investisseurs ou tes investisseurs? Malheureusement, dans la précipitation, puisque c'est un marché extrêmement dynamique, voire agressif, on ne va pas se mentir, puisque des buildings se vendent en 45 minutes avec 400, 500 appartements par exemple, eh bien, dans la précipitation, l'investisseur va faire partir de son compte belge ou français directement vers les Émirats, en euros vers le dirham. Là, on va perdre, comme je l'ai dit, pas mal de frais et de valeur. Il faut passer par des plateformes type Revolut ou TransferWise qui vont permettre finalement d'avoir des frais beaucoup plus mesurés et un taux de change beaucoup plus attractif puisqu'on va convertir ces dirhams ou ces USD vers la bonne monnaie et faire du dirham vers dirham, notamment. Ok, super. D'autres erreurs peut-être à notifier par rapport à l'aspect fiscalité, je dirais concrètement aussi, quand on fait partir des fonds par le biais d'une autre structure ou pas, etc. Enfin voilà, il faut être le plus clean possible pour se conformer, puisque aujourd'hui peut-être que tout va bien se passer, mais demain on est sujet potentiellement à un contrôle. Il faut également déclarer son bien immobilier à l'étranger, ça c'est une obligation légale. Après, chacun joue au jeu du chat et de la souris, ça c'est chacun fait sa pote interne. Moi j'ai ce devoir. C'est important de le préciser, d'un point de vue totalement légal, il faut absolument déclarer ses investissements étrangers, notamment sur sa déclaration d'impôt. C'est nécessaire, qu'on fait comme tout le monde. C'est super. J'avais une autre question justement liée à la fiscalité. Quel est ton conseil pratique ou tes conseils pratiques pour structurer son patrimoine international, notamment avec l'achat d'un bien immobilier locatif ou résidence secondaire à Dubaï? Alors, tout dépend de ce qu'on veut atteindre comme résultat. Aujourd'hui, quand on achète un premier bien ou un deuxième bien, je vais dire jusque 3-4 biens, eh bien, c'est toujours intéressant d'acheter en personne physique. C'est un peu contre-intuitif par rapport à nos amis français qui font des SCI, notamment pour de l'immobilier et en Belgique aussi. À Dubaï,
il est préférable d'acheter en personne physique plutôt qu'en société, puisque maintenant il y a une taxation sur les sociétés. Comme on a indiqué, les 375 000 dirhams dépassés, effectivement, on va être... À partir du moment où on a vraiment plusieurs biens, on peut très vite dépasser effectivement. le montant. Donc, à mon sens, privilégier l'aspect acquisition en personne physique et finalement, on peut acheter à plusieurs à Dubaï sans devoir créer une société. On peut acheter jusque 4 personnes sur un titre de propriété. On peut acheter avec son copain, on peut acheter avec son voisin, avec son jardinier, sans aucun lien de parenté. Jusque 4 personnes. Et la répartition également peut se faire, peu importe comme on le souhaite, donc la répartition des parts. Donc voilà, même à Dubaï, on n'a pas besoin de créer une société pour acheter à plusieurs, comme en France, notamment avec les SCI, comme tu le sais sans doute. En Belgique aussi, on crée des sociétés pour acheter à plusieurs quand on n'a pas de lien réel avec l'un ou l'autre associé. À Dubaï, on peut acheter jusque 4 investisseurs sur un même titre de propriété sans aucun lien. Et ils sont tous caution solidaire par rapport au paiement auprès du promoteur. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et donc, voilà. Ok, c'est super. Quel quartier justement ou quel type de bien va vraiment surperformer, exploser dans les prochaines années selon toi? Alors il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories. Il y a le secteur d'Abu Dhabi qui est extrêmement prisé parce que notamment il y aura le plus grand centre d'IA au monde. Il y a également les bureaux de BlackRock qui y sont. Je pense que tu sais de quoi je parle. Ah, bien sûr. Et, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 13 000 milliards de dollars sous gestion. Exactement. Donc ce type de société qui vient s'implanter aux Émirats, je pense que c'est un indicateur également de confiance aussi. Sous-estimé également. On a également l'Émirat de Ras El Khaimah qui a une grosse hype, qui sera une très belle zone balnéaire avec le plus grand casino du monde, avec bien sûr tout ce qu'il y a autour. Au-delà de ça, on aura des zones de front de mer comme Maritime City, Dubai Island, qui seront les derniers fronts de mer accessibles à Dubaï. Ça correspond à 7% des propriétés, des biens front de mer. Ils sont très appréciés. C'est eux qui prennent aussi beaucoup de valeur. On a également les villas et les townhouses. Donc, townhouses, ce sont les maisons mitoyennes qui sont sous-représentées. 15% de villas et townhouses contre 85% d'appartements sur les 2 dernières années en termes de lancement immobilier. Donc ça aussi, c'est important à prendre en considération. Beaucoup de familles veulent s'expatrier et malheureusement, il n'y a pas assez d'offres. C'est pour ça que les villas surperforment aussi en termes de plus-value. J'imagine que c'est pour un autre type de portefeuille, un autre type de budget aussi pour vous. Alors à partir de 750 800 000 euros, on peut rentrer sur une townhouse, donc une maison mitoyenne. Et à partir de 1,1 million, 1,2 million, on pourra avoir une villa 4 façades, 350 mètres carrés environ. Donc de beaux produits, avec de bons promoteurs surtout. Super. Du coup, maintenant, nous allons passer justement à la question des investisseurs, puisque vous avez été nombreux justement à nous envoyer vos questions sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, j'ai préparé 4 à 5 questions, on verra si on a le temps, que je vais te poser. Donc, tout d'abord, une question liée justement à la sécurité des fonds. On entend souvent parler justement du système de compte séquestre. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne et en quoi est-ce que ça protège les investisseurs immobiliers à Dubaï? Alors oui, effectivement, on appelle ça l'escrow account. Donc c'est le compte séquestre. Aujourd'hui, admettons, je deviens promoteur immobilier. Alors je suis propriétaire d'un terrain à bâtir. Je vais dire au gouvernement, voilà, je souhaite construire une tour de 25 étages. Le gouvernement va me dire, ok, très bien. Quelle est la valeur totale de ton bien, de ton projet? Et ils vont me demander 20 à 30% de cette valeur-là, qui vont être bloqués chez eux en caution garantie. Ensuite, moi, je vais devoir avancer en fonds propres. Toi, tu vas me faire confiance, par exemple. Tu vas dire, Sofiane, j'aimerais bien avoir un bien dans ta résidence. Voici 20% d'apport. Les 20% d'apport ne vont pas aller sur mon compte. Ils vont aller sur le compte séquestre, bloqué par le gouvernement. Qui se rajoute aux 30%. Exactement. Exactement. Et puis après, en fonction de l'avancée du chantier, petit à petit, le promoteur pourra demander une sortie d'un certain pourcentage du compte séquestre pour continuer la construction, mais en tout cas, rien avant les 20% de construction. Ensuite, le gouvernement va faire des inspections trimestrielles ou semestrielles qui vont, donc ça va être documenté aussi sur l'application Dubai Rest, on va voir le pourcentage exact d'avancée de la construction. Et là, le gouvernement, une fois qu'on aura atteint 100% de la construction, le bien sera livré, il y aura une inspection du gouvernement qui va déterminer est-ce que l'appartement de Hamza fait bien 100 mètres carrés et pas 98, est-ce que la piscine fait bien 27 mètres carrés et pas 25, est-ce que vérification entre guillemets, tout est conforme au cahier des charges. Effectivement. Et puis après, il va libérer 90%, 90% de la valeur du compte séquestre.
Et pendant une année, on va voir les malfaçons éventuelles. Et après la première année, les 10 derniers pourcents seront... Une sorte de garantie, entre guillemets, totale, de bout en bout, j'ai envie de dire. Exactement, on n'est pas du tout sur les mêmes... Ouais. Voilà. C'est rassurant, je veux dire, d'entendre Totalement. parler de ça. Okay. Totalement. Moi, à titre privé, j'ai plusieurs biens à Dubaï. Okay. Je me suis dit que la diversification était la clé. J'avais des biens à Bruxelles, en Belgique, que j'ai liquidés, voilà, de par les opportunités qui se sont offertes à moi à Dubaï. Mais j'ai pensé à des marchés comme le Maroc, le Mexique, Marbella également, ou Bali. Et je me suis vite rendu compte que toutes ces garanties qu'offrait Dubaï, la sécurité, la fiscalité, mais aussi l'aspect compte séquestre sur plan, je ne le retrouvais pas parce que finalement, je me retrouvais à envoyer des fonds sur le compte d'un promoteur privé qui pouvait finalement partir avec la caisse, comme dirait l'investisseur. Exactement. Ok, super. Deuxième question liée justement au contexte géopolitique. La région est parfois perçue comme étant instable, mais les Émirats justement gardent une position neutre et continuent d'attirer les capitaux, comme tu l'as bien expliqué. Est-ce que ce contexte constitue un risque réel pour nous les investisseurs qui voulons justement investir à Dubaï? Alors souvent on compare les Émirats à la Suisse du Moyen-Orient pour sa neutralité. Le fait qu'ils ne prennent jamais position, alors ça pourrait être vu d'un côté ou d'un autre, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour parler immobilier, mais en tout cas ça leur permet de rester neutres dans tous les conflits, finalement, que ce soit ceux qui s'en sortent le mieux ou ceux qui s'en sortent le moins bien, eh bien ils attirent finalement les capitaux du monde entier et des investisseurs et des nouveaux expatriés. Donc sa position, elle est centrale, elle est stratégique d'un côté aussi, puisqu'on est à 7 heures d'absolument tout sur Terre, on est vraiment en plein centre. Et on va être effectivement en face de l'Iran. On sait ce qui s'est passé récemment. On va être pas loin du Yémen également. Donc, il y a des risques, mais personne n'osera toucher les Émirats. Parce que les intérêts internationaux, ils sont énormément présents, je veux dire, du coup... la place, entre guillemets, qu'occupent les Émirats aujourd'hui est une place stratégique, mais parfois à haut risque. Mais selon ce que tu dis, j'ai l'impression qu'elle est perçue comme étant, entre guillemets, un pays protégé par d'autres... Par ses alliés, d'une part. Par ses alliés, forcément. Ouais. Et parce qu'ils ont des intérêts un peu partout. On a vu le passage express de Donald Trump il y a à peu près un mois, où il est venu lever quelques milliards dans les pays du Golfe. Petit déplacement de routine. De routine, mais effectivement, ça a consolidé les liens. Et effectivement, donc, ça les sécurise aussi de l'autre côté. Du coup, la question du risque n'est pas réellement inquiétante. Absolument pas. Donc, risque lié à l'acquisition immobilière, elle est contrecarrée par l'aspect compte séquestre et l'aspect géopolitique et géographique de la zone est contrecarré par les alliances existantes et la réputation de Suisse du Moyen-Orient. Ok. Troisième question, justement, liée à la réputation. On dit souvent que Dubaï est devenue la machine à laver du monde et tu comprendras pourquoi. Concernant les capitaux, justement, et qu'est-ce que tu réponds à cette perception? Alors, comme indiqué plus tôt, voilà, depuis récemment, Dubaï est sorti de la zone grise par le GAFI. Au-delà de ça, on va avoir l'aspect que depuis 2022, on a l'aspect KYC, Know Your Customer, comme je l'ai indiqué plus tôt. C'est-à-dire que c'est un document à compléter par rapport à la source des fonds liés à l'investissement, à l'aspect identité complète de l'investisseur. On va également avoir l'aspect AML, donc l'aspect anti-money laundering, anti-blanchiment, qui va être cadenassé aussi. Donc il y a de plus en plus de documents à apporter en tant qu'investisseur immobilier à Dubaï. C'est fini le Far West, j'ai envie de dire. Pour expliquer la source justement des fonds, effectivement, la provenance des fonds. Et là, il va falloir être de plus en plus précis. Et je le remarque, au fur et à mesure des mois et des années qui passent, les promoteurs sont de plus en plus stricts. C'est-à-dire que quand je vends des biens sur des zones très prestigieuses, eh bien, le promoteur fait une étude sur la personne une fois que j'ai envoyé le passeport, avant de demander quoi que ce soit comme fonds, pour savoir si la provenance est bonne ou mauvaise. J'ai eu le problème avec un investisseur indonésien qui était sur une zone qui était red flag, c'est-à-dire qu'il avait essayé de passer avec plusieurs agents différents, et le KYC l'a trahi, malheureusement. Donc, ces fonds ont dû rester là où ils étaient et n'a pas pu passer à l'acte d'acheter de l'immobilier à Dubaï pour blanchir ces fonds. Ok, super. Et quatrième question, et pas des moindres, justement, on parle des modes de paiement. On entend que l'on peut d'ailleurs payer en crypto pour un bien immobilier. Est-ce réellement possible et encadré? Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a déjà eu le cas? Est-ce que tu as déjà
dû vendre un bien passant par ce type de paiement. Effectivement, alors, c'est tout à fait possible. On peut acheter un bien en crypto, donc c'est assez lunaire pour les Français, les Belges, en tout cas qui ont l'habitude d'investir en Europe. On est sur une zone qui est beaucoup plus avancée en termes de technologie, je ne te l'apprends pas. La crypto fait partie du quotidien, on peut faire ses courses en crypto, on peut acheter une voiture en crypto, on peut acheter aussi de l'immobilier en crypto, toujours bien encadré. C'était un peu le Far West en 2021, 2022. Maintenant, c'est beaucoup plus contrôlé. Et donc, c'est toujours ce même système. Au-delà de 55 000 dirhams, il va falloir justifier beaucoup plus en profondeur. Donc voilà. Ok, super. La dernière question liée à la rentabilité locative d'un investisseur qui m'a contacté et justement il m'expliquait qu'avec toutes les constructions, comment un investisseur peut-il s'assurer que son bien sera loué et rentable sur le long terme. Je pense qu'on y a répondu en disant que l'objectif du gouvernement, c'est justement de doubler la population de Dubaï. Donc le potentiel de location est bien présent, mais je te laisse certainement... Alors effectivement, l'objectif est de doubler la population, mais une population qui recherche des biens de qualité. Aujourd'hui, on n'achète pas un bien parce qu'on essaie de chercher le moins cher, ou on essaie de chercher le plan de paiement le plus long. Non. Aujourd'hui, il faut savoir se dire, OK, j'achète dans un marché extrêmement compétitif, chez un promoteur où il y a énormément d'unités, dans une zone où il y a énormément de possibilités. Donc, comment me sécuriser ? Aujourd'hui, on se sécurise à l'acquisition. À l'acquisition, on se dit, OK, je vais rentrer dans une résidence où il n'y a pas énormément de compétition. Je vois des lancements immobiliers avec 3, 4, 5 000 appartements. La compétition sera rude au moment de la remise des clés. Pourquoi ? Parce qu'il y aura 5 000 nouveaux appartements sur le marché à un moment X. Celui qui va louer le plus rapidement, eh bien, malheureusement, il devra baisser ses exigences avec un loyer beaucoup plus faible que ce qu'il aurait pu normalement exiger et ce qui lui avait été promis initialement. Donc, moi, je vise toujours l'exclusivité. C'est là où on gagne de l'argent, c'est là où on est sûr aussi de son coût et c'est là où la demande locative est la plus forte. Ok. Du coup, est-ce que tu as un dernier message à faire passer ? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on aimerait te poser quelques questions ou te rencontrer ? Alors, je donne actuellement une conférence à Bruxelles. Je donne assez régulièrement des conférences, que ce soit à Bruxelles, à Paris ou à Genève. Donc, voilà, je suis assez... je bouge pas mal. Concrètement, par rapport à mes différents canaux, je suis sur LinkedIn, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, j'ai un site internet, bien évidemment. Donc, c'est possible de me retrouver un peu partout. TikTok, je précise, bien sûr, que c'est une obligation, tout simplement parce que je me suis rendu compte que, pour moi, à la base, je ne pensais absolument pas qu'il y avait des clients sérieux sur TikTok. Je ne connaissais pas vraiment le média, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était de plus en plus et ils scrollaient comme tout le monde. Effectivement, c'est le cas pour beaucoup. Beaucoup d'entreprises convergent vers justement les différents canaux, notamment TikTok également. Un grand merci, Sofiane. Un grand merci pour cet échange très riche. Avec grand plaisir. Très intéressant et j'espère que ça a apporté beaucoup de bonnes informations justement à notre audience. Vous nous suivez sur Parlons Finance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec votre entourage. Et nous vous disons à très bientôt et un grand merci.